allons traiter de ce que nous appelons la colonisation interne ou le colonialisme intérieur au Congo-Brazzaville. Bon, il faut ici souligner que nous avons donc tiré le contenu de ce direct d'aujourd'hui à travers la réflexion qui avait été menée euh, par un groupe de Congolais. Éventuellement, il s'agit ici de l'article qui a été publié dans un groupe Facebook que nous appelons ici MAES, groupe d'études panafricain. C'est une page Facebook et l'article avait été publié par Joseph Kokolo Zassi. Et cet article a été publié le 6 août 2020 autour de 10h33 du matin. Donc, ici de mener une réflexion par rapport au contenu que ce compatriote a eu à publier. Je ne sais pas s'il est congolais, s'il est africain, mais je pense qu'il est congolais. Il s'agit ici de M. Joseph Kokolo Zassi, que nous allons donc parler du contenu de son article. Aujourd'hui, nous sommes au 8 août 2020. Donc nous sommes dans la journée de 8-8 et 20-20. De 8, de 20. Donc on peut dire que c'est une journée spéciale. C'est une journée spéciale. Tous ces chiffres-là sont divisibles par 2. Donc c'est une journée spéciale. Bon, avant que nous ne rentrions dans le vif de ce sujet, vous devez savoir que ça fait aujourd'hui 9 jours que le général Mokoko est porté disparu. Ça fait aussi aujourd'hui, on peut simplement dire cette année, 43 ans que le président Alphonse Massamba Deba est porté disparu. Bon, nous avons un peu simplement tendance à demander le général Mokoko, on n'a pas tendance à demander le président Alphonse Massamba Deba. Et je veux encore aujourd'hui ouvrir ce grand débat en ce qui concerne cette question que tout le monde se pose très souvent. Où se trouve le corps du président Alphonse Massamba Deba? Que Sassou nous apporte la réponse. Nous savons que dans le cas du général Mokoko, nous avons donné un ultimatum à partir de demain dimanche. Ces gens-là doivent nous prouver, donc ce 9 août doivent nous prouver avec des évidences les signes de vie du général Mokoko. Bon, vous avez vu que ces avocats sont nous pensons qu'il y a une contradiction énorme qui règne sur ce sujet. Maître Tricot, le jour d'avant, faisait une déclaration à la Radio France Internationale, d'après l'article publié par Radio France Internationale, et qui disait que la famille et les avocats n'avaient aucune nouvelle de lui. Mais ce même Maître Tricot, hier, a fait une publication que tout le monde est en train de partager, éventuellement les animateurs Facebook, disent qu'il se retrouverait en Turquie, il est dans le traitement. Bon, que disent les avocats du Coco ou les autres cabinets? Aucune nouvelle. Bon, nous ne doutons pas de la probité morale de Maître Tricot, mais il faut ici aussi dire que ce que le peuple congolais demande, ce n'est pas des simples déclarations. Ce sont des évidences, des preuves qui démontrent que ce type est en vie. Et si et seulement s'il serait en vie, quel est son état de santé? Est-il dans un état végétal? C'est-à-dire que il a perdu la connaissance, il a perdu tous ses 5 sens. Il est simplement en train d'attendre qu'on puisse déclarer le décès
dysfonctionnement par rapport au dysfonctionnement de son système nerveux? Ça, ce sont des questions que les Congolais doivent se demander. Bon, à ce que je sache, il est soigné avec les fonds du contribuable congolais, n'est-ce pas? Mais s'il est soigné avec les fonds du contribuable congolais, nous pensons qu'il ne doit pas y avoir un secret là-dessus. Parce que ce sont les fonds du contribuable. Si ce sont les fonds du contribuable, nous avons le droit de savoir quel est l'état de santé du général Jean-Marie Michel Mokoko. On ne peut pas continuer de nous tourner en bateau là. Ce même Sassou a camouflé le corps du président Massamba Deba. Vous savez, aujourd'hui nous sommes à 43 ans. Aucun Congolais ne sait où se trouve le corps du président Alphonse Massamba Deba. Bon, que certains amis arrêtent de nous dire oui, de source sûre, le général est vivant. Vous avez quoi comme preuve pour pouvoir le dire? Soyons sincères là. On n'est pas là en train de parler aux enfants de cœur là. Nous sommes en train là de faire face aux criminels. Ce sont des criminels les Sassou, les Nguesso, ce système qui est là. Ils ont dissimulé le corps du président Massamba Deba 43 ans. Donc on ne peut pas tergiverser, aller de gauche à droite. Nous exigeons à Maître Dicko de donner une preuve palpable de signe de vie du général Mokoko. C'est ce que nous demandons. Et c'est simple de le faire. C'est aussi à Sassou de nous le prouver là. Il a jusqu'à dimanche de le faire. Donc, arrêtez de suivre un peu tout ce que les atalakou de régime ou encore les pro-Mokoko viennent nous dire que nous avons une preuve palpable de signe de vie de Mokoko. Mais qui vous l'a dit? Vous croyez les gens sur les paroles? Mais vous avez tous cru à Sassou. La conférence nationale, on a entendu beaucoup de choses. Mais nous n'avons jamais su la vérité. Vous voyez, chers amis. Donc, nous exigeons à Maître Dicko, au cabinet Ibwanga et tous ces cabinets, Essou, Esso, tout ce monde qui sont autour du général Mokoko, de donner une preuve de vie. Vous voyez, ce qui est contradictoire dans cette affaire, c'est éventuellement la publication du docteur Ngitoukolo, qui là a rédigé une correspondance à Sassou Denis et au président turc Erdogan qu'il demandait l'autorisation d'aller en Turquie chercher à rentrer en contact, rencontrer en contact avec Mokoko si seulement s'il se trouverait. La lettre de Ngitoukolo, qui est un médecin en France, ça demande quoi? Ça demande que il est en train de demander l'autorisation au propriétaire du prisonnier. Donc, vous voyez, chers amis. Donc, Sassou qui a confié Mokoko à Erdogan en Turquie. Donc, déportation d'un Congolais. Donc, ça ne signifie pas qu'en réalité, Mokoko est en train de prendre un traitement. Nous pensons que c'est un transfert de prisonniers du Congo en Turquie. Alors, que tout ce qui nous vient nous dire la transition avec Mokoko, mais arrêtez un peu cette récitation-là. Vous ne savez même pas la condition de vie de Mokoko, mais vous ne faites que parler de transition avec Mokoko. Donc un homme en état, si un homme est en état végétal, comment va-t-il mener cette transition que vous vous prenez dans la tête? Moi je pense que il ne peut pas y avoir une transition consensuelle avec le PCT ni Sassou, parce qu'ils sont dans une position de guerre. Donc vous n'allez jamais avoir ce côté consensuel avec eux. Avec eux, il faut les imposer la force. Donc, en tout cas, nous continuons d'attendre des preuves palpables sur la vie de Mokoko. Est-il en vie? Quel est son état? Est-il en état végétal? Ça, personne ne connaît. Hein? Souvenez-vous, 43 ans aujourd'hui, le corps du président Alphonse Massamba Deba, l'un des monstres de l'industrialisation du Congo, le bourreau économique,
On peut simplement dire le bulldozer, celui-là qui a donné du travail à nos parents, matin, midi, soir. Nous avons mangé dans les maisons. Nous avons étudié quasiment gratuitement dans ce pays. Mais ce type-là, le président Massamba Debala, le Néron tropical Sassou, a dissimulé son corps jusqu'à aujourd'hui. Silence radio du côté de ses enfants, de ses parents. Et c'est ce que nous constatons avec le général Mokoko. Silence radio du côté des enfants, du côté de la famille. Ne nous embrouillez pas. Moi, j'encourage Maître Sylvain Senda. Il a pris son courage, il est venu vous le dire. Mais c'est à vous de prouver, puisqu'il vous a dit, montrez-nous les évidences de vie du général Mokoko. Vous vous êtes mis à le fustiger partout. Le général est vivant. Mais où est la preuve? Hein? Certains ont même dit, ce n'était pas à un avocat de prendre cette décision. Mais il a pris son risque, il vous l'a dit. La vidéo fait le tour du net. Depuis qu'il a réalisé cette vidéo, est-ce que les gens vous ont présenté des évidences de la vie, de signes de vie du général Mokoko? Non, ils ne l'ont pas encore fait. Donc pour le moment, on peut dire que Maître Sylvain Senda a raison. Ah oui, hein. Alors donc, arrêtez de venir insulter Maître Sylvain Senda, de le traiter comme vous êtes en train de le traiter. Prouvez-le tout ce qu'il vous demande. Et nous vous le demandons. Et vous avez jusqu'à demain pour le faire. Donc, moi ici, j'encourage l'action menée par Maître Sylvain Senda. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire, mais apportez des évidences. Insultez comme vous voulez, apportez des évidences. J'ai même vu des gens comme de Wabari qui sont venus critiquer. Mais il faut dire que Wabari était ministre de la Justice de Sassou, de l'Issouba, pardon. C'est lui qui devait arrêter Sassou par rapport à tous les crimes qu'il a commis à la Conférence nationale souveraine. Il ne l'a jamais fait. Et Wabari travaille pour la Congo Assistance. Wabari est parti au Congo, est reçu au salon VIP de Maya Maya. Hein? Et il vous dit qu'il est opposant. Donc arrêtez de critiquer Maître Sylvain Senda pour rien. Amenez vos preuves. Maître Sylvain Senda vous a mis en challenge, comme d'ailleurs nous vous avons mis en challenge. Nous avons jusqu'à demain, le 9 août, pour nous apporter des évidences sur le général Mokoko. Démontrer aux Congolais que le général est vivant. Voilà. On va rapidement rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. La colonisation ethnique, la colonisation intérieure, le colonialisme interne au Congo-Brazzaville. Oui, nous savons que c'est un sujet qui va encore faire du bruit parce que c'est une réalité, c'est que nous sommes en train de vivre. Ce contexte de la colonisation intérieure qui peut simplement se définir comme une inégalité politique, économique, structurelle entre les régions. Vous voyez, les régions, bien sûr, d'un même État ou d'une même nation. On peut aussi dire que c'est la soumission par la force physique et psychologique d'une culture par une autre, par la conquête militaire du territoire. Hein, chers amis, on peut le définir comme ça. Mais vous pouvez comprendre que quand on parle de soumission, de la soumission par la force physique et psychologique d'une culture par une autre, par une conquête militaire d'un territoire, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, les mochistes du pouvoir, donc le régime Sassou, a énormément recruté au sein du clan, au sein de famille, au sein de l'ethnie. Ils sont aussi allés regarder dans les pays de la sous-région, aller prendre les milices armées, les groupes de rébellion, les rebelles, pour renforcer leur autorité militaire au sein des autres départements du Congo. Mais dans la plupart des temps, ce sont les départements de la partie sud. Je suis clair ici, hein, je ne veux pas tergiverser. Vous voyez combien de fois
jusqu'aujourd'hui, le pôle est militarisé après la campagne du génocide que nous connaissons tous, des bombardements aux armes lourdes de combat, après les élections de 2016. Jusqu'aujourd'hui, les forces des milices de Sassou ont occupé militairement le pôle dans les forêts. Militairement, les forces de Nguesso sont aussi à l'intérieur de la Bouenza, de la Lekumu, du Niari, du Kwilu. Et ces gens-là exercent des répressions, c'est-à-dire que psychologiquement les populations sont atteintes par les biais des répressions. On vous impose le couvre-feu, bref, les exactions que les populations subissent du point de vue militaire. Récemment, nous avons vu à Madingou, une femme qui est allée vendre ses arachides a été débarquée dans les véhicules de police. Et ça se répète dans la plupart des temps dans la partie sud du Congo. Donc, on peut dire ici, la force physique, c'est éventuellement les violences que nous sommes en train de voir au sein de notre jeunesse. Le côté psychologique, c'est éventuellement la peur qu'on exerce, donc une culture aussi du pouvoir qui exerce dans les ethnies, les populations de la partie sud du Congo-Brazzaville. Et donc, cela se réalise, cela peut se traduire par une imposition de pouvoir, stabiliser la dictature dans la partie sud du Congo par la force répressive. Donc, installer le pouvoir de Nguesso, le pouvoir mbochiste dans la partie sud en imposant la force et en jouant sur la psychologie des citoyens. Donc, on peut simplement dire que c'est une conquête militaire du territoire de la partie sud. La colonisation interne décrit les effets de développement économique inégaux sur une base régionale. Et ça, vous pouvez le constater quand on parle les effets de développement économique inégaux sur une base régionale. C'est clair, essayez simplement de regarder le développement économique de Oyo d'une manière claire, en comparaison avec les autres villes des autres départements. Vous allez vous rendre déjà compte de ce décadence-là. Comment économiquement Oyo se développe par l'acquisition des infrastructures de base, même des infrastructures de haute performance, on peut dire comme ça, et les autres départements n'en bénéficient pas. Qu'il s'agit des banques, des écoles, des routes, ainsi de suite. L'eau, ainsi de suite. Ouais, chers amis. Donc vous pouviez, je ne veux pas trop retarder sur ça. Donc vous comprenez déjà par ce concept que la colonisation interne, nous voyons bien ces effets de développement économique inégaux sur une partie du pays. On peut aussi dire que c'est l'exploitation des groupes minoritaires au sein d'une société au sens large. L'exploitation des groupes minoritaires au sein d'une société au sens. Bon, vous voyez que dans ce contexte, si nous avons un groupe minoritaire qui exerce éventuellement son poids sur la majorité des ethnies, parce que ce groupe minoritaire s'est décidé de s'armer avec les armes de guerre, de payer les forces répressives extérieures et de continuer à mener leur suprématie dans les autres ethnies, qui, dans la plupart du temps, est majoritaire. Aujourd'hui, les Mboshi, d'une manière claire, sont en train d'exploiter les Mboshi qui sont minoritaires, mais ces Mboshi exploitent les autres ethnies, parce que ces Mboshi se sont dotés de la force économique du pays, des moyens d'argent, et ces Mboshi peuvent s'acheter donc les aides militaires pour renforcer leur suprématie dans les autres départements. Et ça, c'est une réalité. Ce qu'on vous a parlé, l'avenir des Mboshi, c'est éventuellement cela qui est fait, pouvoir renforcer cette suprématie au Congo. Vous voyez que, similairement au colonialisme, dans la relation entre
la métropole et les colonies, hein, nous pouvons constater ici que la métropole ici devient Oyo, qui est l'épicentre économique aujourd'hui, l'épicentre des décisions politiques, militaires, les décisions, l'épicentre de toutes les décisions, en fait, est devenu Oyo. Donc Oyo est devenu comme la métropole au Congo, et les autres départements sont devenus des colonies. Hein, c'est cela, chers amis. Donc vous allez constater que cette colonisation interne, ou le colonialisme interne, s'est beaucoup plus renforcé à partir de 1997, depuis le retour de Sassou Nguesso au pouvoir. Nous retrouvons un cartel systémique d'un colonialisme interne, hein, avec une volonté hégémonique, hein, de contrôler tous les rouages de l'État par un groupe dominant dont les membres appartiennent majoritairement à l'ethnie de Sassou Nguesso. Donc vous voyez que la volonté de vouloir imposer cette suprématie dans la machine État, dans l'économie du pays, tout un cartel mafieux a été mis en place pour pousser les autres départements du pays dans ce que nous appelons la colonisation interne sous la gouverne des Moshi du régime Sassou. Bien sûr, de l'ethnie Sassou. Vous allez simplement constater qu'il y a une forme de prédation sur les institutions et les administrations publiques organisées par Sassou Denis. Donc la prédation est éventuellement c'est Sassou qui décide sur tout. Il nomme qu'il veut, mais la plupart des temps, ce sont des nominations à caractère ethnique tribal. On choisit des gens qui doivent occuper ces fonctions. La plupart des temps, vous allez constater que ce sont les grandes fonctions stratégiques. C'est d'ailleurs même le contexte de prédation, parce que on est dans... il faut donc contrôler les positions stratégiques. Il faut donc contrôler ces positions-là pour solidifier le pouvoir autour du clan. Et vous allez le constater. La volonté manifeste de soumettre les autres ethnies ou groupes régionaux par des jeux de fourberie active, hein, en offrant des postes de pouvoir ou des responsabilités dérisoires à certaines élites, entre guillemets, hein, des autres régions, hein, des régions dominées. Vous allez simplement constater ici que ça sous-sélectionne quelques individus dans les autres départements du Congo. Ce que nous appelons entre guillemets des élites, mais en réalité ce sont des voyous que ça sous-sélectionne pour l'accompagner dans la colonisation interne ou le colonialisme interne du Congo. Donc, il donne quelques postes. Vous pouvez citer, vous allez voir, prenons quelques exemples des départements. Dans la partie sud du Congo, vous allez voir les Kolela seront là, Adélaïde Mongrani sera là, Ntoumi aussi a occupé des fonctions, oui, chers amis. Dans la Bouinza, vous allez voir des Mounari qui ont occupé autrefois des fonctions. Les Mikolo, qui sont aujourd'hui les ministres dans le régime Sassou, les Mberi Martin, oui, chers amis, les Nsati Mabiala, oui, chers amis. Dans la Lukumu, vous allez voir des gens comme les Mongala, les Mwamba, voilà, ils sont un peu nombreux. Dans le Niari, vous verrez des gens comme les Mabiala, les Lissouba qu'on a ramenés. Ce sont des stratégies. Dans le Kwilu, vous allez voir des gens comme les Honoré Mpaka, les Tister, et ainsi de suite. Donc, on choisit ce que vous appelez les élites de ces départements. Mais les élites, entre guillemets, parce que ces gens-là, c'est des bourricots. Vous pouvez les considérer comme des élites. On leur nomme des fonctions pour accompagner le régime Sassou dans ce que nous appelons la colonisation intérieure, ou la colonisation interne, ou le colonialisme intérieur du Congo. Vous voyez, chers amis. Et c'est de cette façon que ces gens-là manipulent. Donc, une stratégie. Hein. Quand on parle de fourberie, des positions qu'on donne, mais en réalité, ces gens-là n'ont aucun contrôle du pouvoir. Il y a toujours quelqu'un qu'on nomme derrière eux, qui est comme les loupes qui regardent tout, l'œil qui voit tout, l'œil qui regarde, l'œil qui voit tout,
qui surveillent ces gens qu'on a nommés. Donc, on peut simplement dire des accompagnateurs, hein, pour pouvoir établir et puis insérer la colonisation intérieure du Congo. Cette domination est marquée par un verrouillage hermétique du contrôle des administrations financières, des institutions, des institutions de répression de l'État. On peut simplement dire que vous allez constater que tout ce qui est lié aux finances du pays, les douanes, ainsi de suite, c'est géré par les mochis de pouvoir. Hein, c'est clair. Et puis, ils essaient de renforcer ça, de protéger ça, en nommant des gens dans la gendarmerie, la police et l'armée, que nous appelons aujourd'hui la Gestapo, donc les milices privées de Sassou, pour renforcer cette énergie répressive au niveau de la protection des ressources financières du Congo. Et c'est ce rôle-là que ça se joue. Vous allez voir aussi que la plupart des entreprises qui existent au Congo appartiennent à tous ces gens-là de mbochistes du pouvoir. Ils ont privatisé toutes les entreprises laissées par les présidents Alphonse Massamba Deba et tous les autres présidents. Ils ont vendu, ils ont envoyé toutes ces entreprises-là à l'hécatombe et eux, ils ont acheté ces entreprises. Ils ont acheté ces entreprises avec les fonds publics, avec les fonds de l'État, les fonds qu'ils ont volés. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Donc, simplement, quand on privatise, eux, ils récupèrent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient tout le monde au chômage, sans paiement de droits, ainsi de suite. Et ils les recrutent par affinité ethnique. Donc, éventuellement, la plus grande partie des gens qui travaillent, ce sont des nordistes qui travaillent dans ces entreprises-là. Bon, quand on parle des nordistes, ici, nous parlons des nordistes mbochistes du pouvoir, hein, parce qu'il ne faut pas... Parfois, certains amis du Nord, de la partie Nord, disent « Ah, vous dites toujours le Nord, vous êtes tribaliste. » Non, non. Quand on parle du Nord, ici, il faut voir les mbochistes du pouvoir. Ce sont les mbochistes du pouvoir. Donc, éventuellement, ceux qui sont autour de ce pouvoir de Sassou. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, il ne faut pas que vous soyez vexés quand vous entendez les nordistes. Hein, les nordistes, c'est des mbochistes du pouvoir. C'est eux qui récupèrent les fonctions après avoir privatisé les entreprises d'État. Ils récupèrent toutes les entreprises et ils recrutent par affinité régionale ou par recommandation. Vous allez simplement constater aussi, éventuellement dans le milieu pétrolier, les entreprises pétrolières, c'est eux qui sont dominants. La Société nationale des pétroles du Congo, la CORAF. Quand vous partez à la CORAF, on ne parle que Lingala là-bas. Alors que nous sommes dans une ville totalement qui est dominée par le monde Kutuba. 99% des employés de la CORAF reviennent des mbochistes du pouvoir. La Société nationale des pétroles du Congo, ça encore, n'en parlons pas. Et c'est comme ça. Vous allez voir dans le mine, dans le bois, hein, parce que ça sont éventuellement les ressources naturelles, là où le Congo tire un peu plus de profil. Donc, des positions stratégiques du point de vue économique. Toutes ces entreprises-là, dominées à 99,99% par les mbochistes du pouvoir de Sassou. Vous voyez que pour asseoir cette hégémonie, le tyran Sassou offre à certains membres, ce que nous avons appelé les élites, des régions colonisées, quelques miettes. Vous voyez les Mabiala qui viennent jouer au fanfaron, les Mwamba qui jouent au fanfaron, les Mongala aujourd'hui qui jouent au fanfaron, les Tister qui jouent au fanfaron, les Honoré Mpaka qui jouent au fanfaron. C'est parce qu'ils reçoivent quelques miettes, une petite protection du point de vue militaire. Hein? Et tout ça, c'est pour endormir les régions colonisées, les régions dominées. Hein? C'est cela qui est la réalité, chers amis. Et nous devons dénoncer. Prenons aujourd'hui l'exemple de Pointe-Noire. Pourquoi Pointe-Noire? Parce que Pointe-Noire, c'est la capitale économique du pays, la capitale économique de notre nation. On peut simplement dire Pointe-Noire fournit pour de 85%, on peut même dire 100%, si on veut exagérer. 100% des revenus du pays, on peut le dire comme ça. Hein? Bon, vous pouvez ajouter d'autres régions, là où on exploite le bois, là où on exploite le fer de Zanaga, l'or de Kélé, ainsi de suite. Mais la puissance économique des revenus du Congo viennent de Pointe-Noire. C'est cela qui est la réalité.
Mais Pointe-Noire, en réalité, est sous la domination de Antoinette Thibautat, hein, qui en réalité, qui endorse les administrateurs de la ville, hein, au nom d'appartenance ethnique. Donc, en réalité, c'est une marionnette qu'on a mis là pour endormir l'élite Vili, les sages Vili, pour permettre aux mbochistes de pouvoir de piller et de coloniser éventuellement l'ensemble du Congo. Antoinette Thibautat est utilisée par le clan mbochiste comme une soupape aspiratrice pour anesthésier les ressortissants du Kwilu. Hein? C'est ça qui est la réalité. Les ressortissants du Kwilu, qui pourtant coupissent dans une misère absolue. Voilà la soupape que ça soit trouvé. La machine, la porte que ça soit trouvé. Pour endormir les sages de Kwilu. Pour que les mbochistes puissent profiter de tout le pétrole de Kwilu. Le pétrole qui est aussi le nerf de la guerre. Le pétrole qui est aussi la ressource aujourd'hui et qui nous a mis dans cette colonisation. Vous voyez, c'est Antoinette qu'on utilise au nom de l'ethnie. C'est elle qui endort tout. Vous savez que c'est Antoinette qui avait tout fait pour qu'on puisse assassiner par empoisonnement le roi Maluango. Hein? C'est-à-dire que celui qui a précédé celui qui est aux fonctions là. Hein? Celui qui est aux fonctions, mais celui qui était là avant lui. Il a été empoisonné par Antoinette Thibautat et le groupe de mbochistes. Pourquoi le roi là a été empoisonné? Parce que c'était un roi caïd, c'était un roi qui se battait, il se battait vraiment. Il trouvait ça anormal que les revenus du pétrole, les emplois, soient au niveau de la ville de Pointe-Noire, soient occupés quasiment 99% par les mbochistes du pouvoir. Le roi là se battait pour les jeunes de Kwilu. Quand on parle ici, on parle du Grand Luango. Il faut voir l'Oudima et ainsi de suite. Ils ont tout fait pour empoisonner ce roi. Et ils ont donc mis en place ce que nous appelons le roi Playboy. Ils ont mis en place ce que nous appelons le roi Playboy. Qu'est-ce que c'est le roi Playboy? Celui qui est là en fonction, le roi Maluango, qui endort le peuple congolais d'une manière claire. D'ailleurs, depuis où vous avez déjà vu un roi qui mange du fromage, un roi qui mange du ketchup, un roi qui mange de la mayonnaise? Je n'ai jamais vu. Un roi qui part danser en boîte de nuit. Un roi qui a beaucoup de femmes dans les quartiers populaires de Pointe-Noire. Un roi qui est membre du PCT. Un roi franc-maçon. Un roi qui participe au rituel de lavement des pieds de Sassou. Donc vous savez que Sassou fait faire des rituels à tous les gens qu'il nomme dans les fonctions, qu'il s'agit des ministres, des militaires, ainsi de suite. C'est-à-dire que ces rituels, c'est quoi? Vous emmenez votre femme, il vous met dans la même chambre que cette femme, il fait tout ce qu'il fait avec votre femme, il vous met sous le lit. Une fois qu'il finit, il vous sort de là et il vous demande de laver ses pieds. Vous allez donc laver ses pieds et quand vous allez finir de laver ses pieds, et vous allez donc boire cette eau pour faire allégeance à Sassou jusqu'à votre mort. Donc le roi Maluango a fait faire ce rituel-là à tous les membres du royaume, du conseil royal. Tous, ils ont lavé les mains et les pieds de Sassou, les orteils sales remplis des chics de Sassou, de fils de pêcheurs. Et après, ils ont bu, ils ont fait allégeance. Voilà pourquoi vous voyez que les enfants de Pointe-Noire sont dans la misère, parce que ce roi a fait totalement allégeance à Sassou, parce que ce sont les Antoinette Thibautat qui l'ont installé pour jouer ce rôle-là. Bon, un roi qui ne pense qu'à lui-même, à ses 20 millions de francs CFA par année que ce conseil royal reçoit. Vous vous souvenez, quand les amis de Paris s'apprêtaient, les jeunes Congolais, des Luango, Ludima et tout, avaient donc déclenché la souveraineté du royaume de Luango avant le 7 juin 2020, de ça. Et il y avait eu un groupe de vieux qui était sorti là pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas informés, et ils sont pour la réplique, une réplique qui n'a jamais existé. Ces vieux du conseil royal de Luango.
Déclaration du royaume de Luango. Informé par des canaux non officiels de l'imminence d'une proclamation de l'indépendance du royaume de Luango, le 7 juin 2020, par certains compatriotes résidant en France, n'ayant pas été mandatés par nous, nous avons ordonné aux institutions du royaume, à savoir le Conseil des dignitaires de Boali, la Cour royale, les sages de Kouilou et de Pointe-Noire, de faire la lumière sur cette dangereuse démarche visant à morceler la République qui est une et indivisible. Oui, ils avaient reçu, d'après nos sources, système Bévitré, 25 000 francs CFA par individu pour venir faire cette déclaration. Et ce groupe-là a été guidé par un type que nous appelons Yo-Yo Jean-Baptiste. Yo-Yo Jean-Baptiste. C'est même lui qui a toujours l'habitude de dire que les populations de Pointe-Noire ne sont pas souffrantes. Les gens ne souffrent pas à Pointe-Noire. Si les gens souffraient, ces gens-là devaient aller les voir. Donc vous voyez, chers amis, en réalité, ce qui se passe, c'est que ce Yo-Yo Jean-Baptiste, qui est membre du Conseil royal, donc du cabinet de loi, dit que les jeunes à Pointe-Noire, les gens vivent bien. Ils ont des hôpitaux, ils ont des écoles, ils ont des emplois, ils ont des salaires. Et ils ne souffrent pas. Si les gens souffraient, les gens devaient aller les voir à Luango là-bas, ou à Diosso là-bas. Vous voyez, chers amis. Donc, dit à Yo Jean-Baptiste, nous allons donc t'envoyer les populations de Loudima, de Pointe-Noire, et tout le monde, on va donc les envoyer. Donc, les populations de Loudima, les populations de Maluango, du Grand Maluango, du Niari, allez-y à Diosso, à Luango, chez le roi. Vous allez avoir vos emplois, vous allez avoir, si vous êtes malade, il va vous soigner, et il va vous donner à manger. Allez-y vivre désormais là-bas. Parce que Yo-Yo Jean-Baptiste vous invite. Voilà. Vous voyez que le roi a fait allégeance parce que on lui a construit quelques maisons. Donc des maisons en planches, on a mis maintenant des maisons en briques. Ils disent, mais nous, on vivait dans des maisons blanches, en planches. Là, nous avons maintenant des maisons en briques. Nous vivons bien. Donc, un roi qui ne pense qu'à lui-même. En réalité, ces maisons-là ont été construites par Total, apparemment. Total qui avait construit ça. Mais vous savez que dans chaque contrat pétrolier, par année, il y a des multimillions qui sont déversés dans les améliorations des villes, dans le système économique. Mais tout cet argent est récupéré par les Nguesso. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est très clair que c'est un roi qui a fait allégeance, c'est un roi qui ne va jamais être là pour vous, et c'est ce qui est clair. Et donc voilà pourquoi les amis, les jeunes de Maluango, du Grand Luango, avaient donc pensé aller en avant avec la souveraineté du royaume de Luango, qui ferait que les nérons tropicales et ces colons-là, noirs, des négriers noirs, mbochistes, puissent quitter les terres de Maluango. Donc la souveraineté économique partira de là. La souveraineté des terres du Congo partira de là. La souveraineté des richesses du Congo partira de là. Quand les mbochistes du pouvoir, dont le colon, le négrier noir, sera chassé des terres de Maluango. Et si nous ne faisons pas ça, ça serait seulement compliqué. Vous comprenez bien que les amis qui avaient déclenché la souveraineté avaient bel et bien raison. Ils ont déclenché la souveraineté, c'est par rapport au texte. Vous comprenez, depuis que cette souveraineté a été déclarée le 7 juin 2020, est-ce que vous avez vu Okongakala sortir et faire des menaces de poursuite judiciaire contre ses compatriotes-là? Non, il ne l'a pas fait. Mais par contre, vous avez vu Okongakala venir faire une déclaration de mandat d'arrêt contre le président Roland Nitu des Indignés 242. Mais regardez ces amis-là qui ont déclaré la souveraineté du royaume de Luango, qui est atteinte à la souveraineté de l'État, non, selon eux. Pourquoi Okongakala n'est jamais sorti pour faire un mandat d'arrêt? Parce qu'ils savent que ces amis-là connaissent la loi et ils sont dans leurs droits. Et les textes leur permettent de le faire. Voilà pourquoi même Sassou lui-même n'a jamais boudé, à l'exception de ces vieux qui sont venus bouder, envoyés par Antoinette Thibota. Mais ils ont reçu combien? 25 000 francs CFA par individu. C'est une honte. Donc vous voyez que c'est Antoinette Thibota qui joue ce rôle-là de la manipulation, de la soupape, hein, de la soupape pour pouvoir
endormir. Moi, je l'ai intitulé ici, hein, je l'ai intitulé dans ma documentation, une soupape aspiratrice. C'est une soupape qui ouvre, qui avale toutes les richesses depuis l'eau. Les ressources, donc le pétrole, la première ressource économique que nous avons, les premières sources de revenus pour le Congo, le pétrole. C'est Antoinette Ibota qui est cette soupape-là. Quand cette soupape-là s'ouvre, elle aspire tous les fonds de ce pétrole et les propulser vers les mouchistes du pouvoir. Les postes stratégiques dans les régies douanières et entre les mains des gens du régime de Sassou, les mouchistes du pouvoir. Vous avez simplement vu, tout dernièrement, il a nommé son neveu. On appelle un certain Koumou comme le directeur de la douane à Pointe-Noire. Nous avons vu d'abord cette soutenance à la va-vite qu'on a fait, d'ailleurs qu'on a acheté un bourricot, un idiot qui n'a pas pu même défendre la thèse, d'ailleurs qu'on a simplement accompagné parce qu'ils ont payé de l'argent, parce qu'ils voulaient vite les ramener, venir le bondir comme un trophée à la douane de Pointe-Noire comme le patron. Et c'est ce même entre guillemets intellectuel mochiste qui est venu vous dire qu'il fallait désormais que tout achat de logiciel puisse maintenant désormais payer la douane. Donc si tu achètes un logiciel en ligne par ton ordinateur, tu utilises ton logiciel, tu devais donc payer les frais de douane par rapport à ça. Vous devez comprendre comment la machine mochiste fonctionne. Vous allez aussi comprendre la colonisation interne dans la ville de Pointe-Noire. L'acquisition tout azimut des terrains et des parcelles. Ah oui, chers amis. Ils ont eu plusieurs possibilités pour pouvoir le faire. Ils ont volé les fonds du public et ils viennent proposer des sommes exponentielles aux propriétaires de terrain qui ne peuvent résister. Ou ils vont utiliser les moyens de pression pour pouvoir pour que vous puissiez vendre vos terres. L'harcèlement. Ils vont utiliser la répression, l'intimidation. D'ailleurs, vous allez simplement constater tout le secteur de Mvumvu là-bas vers le Grand Marché. Tout ça, ce sont les mouchistes du pouvoir. Le quartier Saint-Pierre, donc rond-point Kassa et tout ça vers l'OCH, tout ça s'est occupé. Le secteur Camcat, tout ça s'est occupé. Bon, Tikobo, encore vous voyez, Tikobo, ça vous rappelle quoi? Roger Rock, le petit Rocky de Maison sans frontières. Tout ça, c'est avec les fonds du Congo. Une ville tout entière qui sont en train de construire et vendre aux étrangers des terrains des Congolais. Vous vous souvenez, les Nkouka, l'exemple de la famille Nkouka aujourd'hui, la famille Sapi. C'est encore un exemple où on veut récupérer leur terrain en utilisant le bras de fer. L'outil qu'ils utilisent ici, c'est la justice, la police, ainsi de suite. Vous vous souvenez, on a fait plusieurs vidéos sur ça. Et c'est ce qui se passe dans tous les quartiers. Regardez tout le secteur de Luanchili, tout le secteur de Siafumu, ceux qui connaissent Siafumu, Timbamba, même Pita. C'est les mouchistes de pouvoir qui sont là. Regardez Ngoyo aujourd'hui, chers amis. Les populations, les autochtones aujourd'hui se sont reculés. C'est une stratégie, ce que nous appelons la colonisation intérieure, mise en place par Sassou. Et ça fait partie des plans Moyebara pour pouvoir dominer, renverser les tendances de population de la partie sud du Congo. Bon, c'est ce que nous appelons simplement l'évincement des populations de leur territoire. Donc les populations sont en train de se faire chasser de leur territoire. Et ça s'appelle l'occupation, parce que ces mouchistes-là sont en train d'obtenir ces biens en utilisant les fonds du contribuable. En utilisant les fonds du contribuable, donc de l'argent volé dans les caisses de l'État. Les conséquences de cette pratique, les conséquences sont très, très énormes. Regardez simplement toutes les artères économiques les artères économiques les artères économiques là où il y a beaucoup plus de profits, là où est visible de la ville de Pointe-Noire et entre les mains d'Enguesso, le centre-ville, le port, la zone côtière, la zone du Grand Marché, tout ça c'est entre les mains d'Enguesso. Même, ils sont allés même à Diosso là-bas, les Siafumo, tout ça, c'est entre les mains des mouchistes du pouvoir de Sassou. Ça s'appelle l'occupation, ça s'appelle la colonisation intérieure.
vous pouvez simplement aussi remarquer ça. Hein. Regardez par exemple l'oncle de Sassou qui avait été nommé député de Vinza dans le pool. Vous pensez qu'un Mbossi pouvait aller gagner la députation à Vinza? Impossible, chers amis. Ça vous montre quoi? La colonisation intérieure, ça fait partie des signes de la colonisation intérieure. Donc on peut simplement dire que le concept de Oko monte la mer à Tati devient une réalité. Hein? Un Okinoki. C'est cela, chers amis. Oko monte la mer à Tati. C'est une réalité que nous sommes en train de voir. Mais ça fait partie du concept de la colonisation intérieure. Le théorème du centre et de la périphérie, comme il fut lors de la colonisation européenne où le centre était l'Europe et la périphérie était les colonies, nous sommes en train de le constater, ce concept-là, ce théorème-là de centre et de périphérie, les relations entre le centre et les périphéries. Vous allez simplement comprendre que pendant la colonisation européenne, tout le travail dans les périphéries était au service du centre. C'est-à-dire que tout ce qui se faisait dans les colonies, c'était pour l'épanouissement économique de l'Europe. C'était pour le développement économique de l'Europe. C'était pour l'intérêt de l'Europe pendant la colonisation. C'est ce qui se faisait. Donc une relation à sens unique, hein, irréversible. Vous pillez là, c'est pour développer là-bas. Vous prenez là, c'est pour développer là. C'est pour le respect, c'est pour l'honneur, c'est pour la gloire des Européens. C'est ça la colonisation. Tout ce qui se produisait à la périphérie était acheminé vers l'Europe. Donc la production du caoutchouc, du pétrole, tout ce qui était des minerais, vous les prenez là, dans les périphéries. Et vous les emmenez où? En Europe. Donc on extrait au niveau des périphéries et on amène en Europe. C'était ça la colonisation européenne. L'enregistrement de l'Europe au détriment de l'Afrique, au détriment des colonies. C'était ça l'objectif. Comprenez que dans le contexte du Congo, tout ce qui se produit à Pointe-Noire est acheminé vers Oyo. Tout ce qui est produit à Pointe-Noire est acheminé vers Oyo. Tout ce qui est gagné à Pointe-Noire est acheminé vers Oyo. Tout ce qui est gagné, tout ce qui est produit à Zanaga, le fer de Zanaga, est acheminé vers Oyo. Tout ce qui est produit dans la Bwenza, dans le pôle, est acheminé à Oyo. Les richesses, les revenus de ces richesses-là sont récupérés par les mbossis du pouvoir. Les départements n'ont rien. Si ce n'est qu'un palais présidentiel qui ne viendra jamais dormir, c'est tout. Oui, chers amis, ils ont fait ce qu'ils ont appelé la municipalisation accélérée, qui n'a jamais profité dans les colonies. On peut simplement dire dans les colonies. Oui, chers amis. Tout ce qui est produit à l'intérieur du pays, c'est pour enrichir Oyo. C'est cela qui est la réalité, chers amis. Le pétrole, on peut simplement dire, en ce moment-là, on peut simplement encore vous le dire que vous voyez bien que Oyo devient le centre de tout. Et les autres départements sont des colonies, des périphéries. Donc nous produisons pour Oyo, nous produisons pour les hommes de Oyo. Nous sommes là pour la gloire de Oyo. Et ça, c'est une colonisation intérieure que nous devons dénoncer et nous devons mettre fin. Et nous donnerons à la fin comment mettre fin à ça. Le pétrole est produit à Pointe-Noire, mais elle demeure dans une pénurie de carburant et de gaz. Comment pouvez-vous expliquer que Pointe-Noire qui produit le pétrole, le gaz, demeure toujours dans la pénurie? Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de gaz, il n'y a rien. Mais Oyo ne manque jamais de gaz dans les stations, ne manque jamais de carburant dans les stations. Ça, c'est une explication que les Nguesso doivent expliquer ça au peuple congolais. Et ça, c'est une réalité pour le cas du Congo. Pendant ce temps, Oyo est constamment approvisionné en stockage de carburant et de gaz. C'est ça la réalité. Oyo ne manque de rien. Il y a de l'eau qui coule à Oyo.
l'eau de robinet, il y a l'électricité 24 heures sur 24, même dans les poulaillers, mais la machine motrice de l'économie du Congo, qui est la ville de Pointe-Noire, manque de tout. C'est très grave, chers amis. Et là encore, si nous allons dans le social, c'était clair. Regardez, Oyo a un hôpital général, mais regardez l'hôpital Wandjili dysfonctionnel, Congo Malembe dysfonctionnel, Assisi dysfonctionnel. Oyo a des écoles modernes, les autres, l'ensemble du territoire, rien, même Pointe-Noire n'a rien. Il vient même là de se doter d'une université Sassou qu'il a construit avec les fonds du Congo. Les Chinois l'ont construit avec quoi? En échange de pétrole et de gaz. Mais il est allé mettre une université où? À Kintélé, au quartier nord de Brazzaville. Ça encore, c'est géostratégique, c'est géopolitique. Pointe-Noire n'a toujours rien. Mais cette université-là ne peut pas être construite à Pointe-Noire. Oui, chers amis. Et c'est une réalité, c'est une colonisation intérieure, c'est le colonialisme interne que nous sommes en train de voir au Congo. Regardons encore le projet de la construction de pipeline de plus de 1200 km de longueur qui devait acheminer du carburant de Pointe-Noire à Ouesso en passant par les raffineries d'Oyo. Mais vous comprenez que, et puis on peut encore ajouter le projet de gazoduc, hein, la construction de gazoduc d'environ 900 km qui devait partir de Pointe-Noire à Oyo. Bien sûr, ce projet devait contourner. Mais parle du gazoduc. Le projet de construction de gazoduc d'environ 900 km qui devait partir de Pointe-Noire à Oyo. Là encore, c'est un exemple palpable qui vous le démontre. Et ce projet de gazoduc a été confié aux compagnies russes Gazprom et Transgaz. Hein. Le tracé de ce gazoduc contournait les plus grandes contournait la plus grande métropole, donc Brazzaville, donc même Brazzaville n'était pas là. Et donc c'est toujours Oyo. Bon, encore un autre projet, la compagnie Eni a annoncé également la construction d'un centre de recherche et d'excellence en énergie renouvelable à Oyo, Oyo qui est à plus de 400 km de Brazzaville. Mais regardez des projets comme ça. Quand on le fait, on regarde quoi? On fait le rapport densité et le rapport économique. Combien de gens vivent à Oyo? Il y a combien d'institutions à Oyo? Combien de gens trouveront de l'emploi à Oyo pour mener ce genre de choses? Vous comprenez que c'est une stratégie géopolitique, toujours dans le contexte de relations entre les périphéries et le centre. Oui, chers amis. Bon, vous comprenez que selon le patron de Eni, les travaux de la construction de ce centre devaient coûter 30 millions de dollars américains, qui devaient être entièrement financés par Eni, mais remboursés dans le récupérage du pétrole, donc remboursé en baril après. Donc un investissement de 30 millions de dollars américains, là à Oyo, Pointe-Noire n'a rien. Vous voyez, chers amis. Et donc ça, c'est une réalité, chers amis, que nous sommes en train de dire. Bon, nous avons déjà parlé de la construction de l'université Sassou Nguesso, hein, entre guillemets, qui devait être remboursée en baril de pétrole aux Chinois. Vous voyez, chers amis, on le dit simplement, Pointe-Noire est considérée comme une périphérie et Oyo est considéré comme le centre. Et c'est cela dans les autres exploitations des minerais, dans les exploitations des minerais dans les autres parties de la région et du pays. Le Kwilu est devenu la vache à lait du pôle oyocrate, oyocratique, du pôle oyocratique, pendant que celle-ci se détériore à la vitesse grand V, hein, le Kwilu. Ouais, un vrai amas de misère règne dans le Kwilu, dans Pointe-Noire. Ouais, chers amis. Mais Oyo vit dans l'opulence. Nous avons vu des enfants de Sassou transférer des fonds du pétrole, de l'argent du Congo dans des compagnies écrans et s'acheter des biens. Nous avons déjà fait des directs. Une autre dimension de cette colonisation interne, c'est quoi? L'usage des liens matrimoniaux comme facteur de pouvoir. Hein? Les gens du régime ont l'accès aux femmes des régions colonisées. Ah ouais. Et ces femmes-là jouent le rôle de contre-espionnage dans l'information. Ces femmes-là vont chercher des informations pour donner ces informations à leur mari, à leurs copains. Et leurs copains donc envoient donc ces informations à la DGST. Et la DGST
continue donc de mener des opérations de répression dans le massacre des jeunes du Congo. Encore, la stratégie ici, dans ces relations matrimoniales, c'est éventuellement renverser les tendances de population. Donc on scintille à la vitesse grand V les femmes des régions colonisées pour qu'il y ait un mélange mix enfant de ces régions-là plus mbouchis d'Oyo. C'est cela la réalité, chers amis. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir que les villes comme Pointe-Noire, qui ont quasiment les grandes parties du Sud, qui parlent la langue dominante, c'est le Munkutuba, on commence à parler lingala. Donc on veut renverser cette domination en vous imposant la langue comme déjà le colon nous a imposé la langue française, mais eux aussi ils sont en train de vouloir nous imposer le lingala comme étant la langue officielle du Congo. Et les enfants bâtards que ces gens-là sont en train de pomper partout dans tous les départements, par des viols, par des mécanismes, ainsi de suite. C'est fait partie des stratégies. Aujourd'hui, les femmes dans la partie sud, on les a privées de tout. Ouais, chers amis. Pas d'emploi. La discrimination aux femmes du Congo, c'est déjà Sassou qui est le numéro 1 qui l'assure. Quand on brise le système éducatif, quand on ne permet pas aux femmes d'accéder aux postes d'excellence, l'ouverture, les maternités sont brisées. Vous voyez, on a poussé les femmes dans la misère. Les mœurs sont devenues à l'extrême. Hein. Éventuellement, ce système contrôle les femmes par le biais de l'alcool, du sexe, de la drogue, ainsi de suite, avec zéro nouvelle éducation. Donc, aujourd'hui, ces femmes du Congo, dans des régions colonisées, sont devenues simplement des outils qu'on utilise pour faire avancer la machine mbochiste. Et des enfants bâtards qui naissent de ces relations. Donc, vous voyez que ce sont les stratégies que les colons ont violé les femmes à la colonisation européenne. Ils ont violé les femmes, ils ont laissé les enfants bâtards. C'est les mêmes choses que les mbochistes sont en train de faire au Congo-Brazzaville, dans les régions colonisées. C'est une réalité, chers amis. Vous voyez qu'une tactique autrefois utilisée par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, ces tactiques-là, des femmes, violer les femmes, enceinter les femmes, utiliser les femmes comme des espions, droguer, l'alcool, affamer et récupérer ces femmes pour les utiliser à leur bon. Les nazis l'ont déjà utilisé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez que l'augmentation des mœurs en politique. Aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de jeunes sont devenus des gays, pas parce que par leur volonté. Ils se font sodomiser, pas parce que par leur volonté, parce qu'on les a poussés à une misère extrême et ils n'ont plus de choix, c'est d'aller donner leur anus aux mbochistes de pouvoir et qui utilisent ça comme une véritable machine de propagande et de chantage. Que tant que tu ne te livres pas à eux, tu ne donnes pas ton postérieur, tu ne peux jamais profiter de ce pays. Ça fait partie de la colonisation intérieure. C'est ça la vérité. Donc vous voyez que c'est devenu compliqué. La drogue, l'argent. Aujourd'hui, on endort les jeunes comme ils ont tout cassé, mais on endort les jeunes maintenant dans la musique traditionnelle, le rap, ainsi de suite. Bref, la destruction économique. Le pays est colonisé par les Mboshi. La colonisation interne, c'est une réalité. Il faut mettre terme à la colonisation intérieure. Pour mettre terme à la colonisation intérieure, il y a deux choix. Ou le peuple va se lever, ensemble, pour chasser les mbochistes du pouvoir, ou encore, on va simplement chercher donc à armer le peuple pour que le peuple puisse se défendre face aux colons. Aux colons qui ne fait que s'acheter des armes, même pendant la période pandémique. Sassou ne fait que renforcer ses équipements et son armement pour maintenir ce qu'ils appelaient l'avenir de Mboshi. Donc quand Nyanga Ngatsemboala est venu le dire, l'avenir de Mboshi, il s'agit de la colonisation des autres ethnies par l'ethnie Mboshi. Seule façon de survie de Mboshi, alors que les Mboshi n'ont jamais été menacés dans ce pays par qui que ce soit. Même les présents qui ont été là n'ont jamais menacé cette ethnie, mais Sassou est venu avec cette stratégie pour installer un royaume de Mboshi qui doit dominer sur les autres ethnies. C'est une réalité. Aujourd'hui, avec le vol de l'argent du Congo par les mbochistes du pouvoir, avec plus de 30 000 milliards de fonds du compte ouvert, c'est inacceptable. Tout ce que nous demandons au peuple congolais, c'est la souveraineté des terres. La souveraineté des terres, la souveraineté de la richesse doit partir de la partie sud. Pourquoi on le dit? Parce que le cas, le général Mokoko, on est un exemple. Tous les nordistes ont fermé la bouche en dehors de quelques-uns
qui ont essayé de dénoncer, mais qui ne sont pas aussi clairs. Parfois, ils ont changé de position à la dernière minute. Le général a été abandonné parce qu'il y a un pacte du Nord, parce que même Ayatonga vous l'a dit, quand ça se menace, quand ça se dit, Mokoko veut donner le pouvoir aux Sudistes. Mais ils ne savent pas que la plus grande partie de la richesse est aussi au sud du Congo. Ouais, vous voyez que c'est clair. Il va falloir que l'ensemble de la nation, qu'il s'agit des Congolais de la partie nord, puisse se rassembler pour chasser les élites, entre guillemets, qui travaillent dans le contexte de pérenniser le pouvoir ou de pérenniser la colonisation. Donc les traites, les pions de la colonisation mbossis au Congo. Ceux de la partie nord doivent se rassembler pour les chasser, le mettre hors d'état de nuire. Et aussi, nous, dans la partie sud, nous devons nous rassembler tous, premièrement, chercher la souveraineté de nos terres, protéger nos populations et éventuellement revendiquer la souveraineté de nos richesses. C'est l'unique moyen qui ferait que la France-Afrique qui soutient Sassou n'aura pas de choix, c'est de négocier avec les peuples et non avec quelques élites qui en réalité ont renversé leur cerveau. Nous appelons au roi Malongo de suivre le mouvement, de déclencher la souveraineté du royaume de Luango. Ça doit venir parce que c'est le point déclencheur. Si Luango est souverain, c'est jusqu'à l'Odima qui est souverain. Éventuellement, nous avons déjà raconté le passé historique de l'Odima et tous les autres. Vous pouvez encore aller regarder les vidéos passées, vous allez comprendre. La souveraineté du royaume de Luango, ça signifie couper, fermer cette soupape qui est Antoinette, qui fait que les richesses de Kwilu ne font que enrichir les mbossis du pouvoir. C'est aussi les amis du parti de Zanaga qui vont réclamer la richesse de leurs biens dans le contexte du fédéralisme. Nous allons donc avancer ensemble. Oui, consensus, il ne peut jamais avoir consensus tant que consensus national. Tant que nous avons une colonisation intérieure, il faut que nous ayons cette souveraineté. Et on le dit, même si il y a une transition, la transition ne va plus se développer dans les contextes actuels. Il faut revoir le système politique du Congo, le système de gestion du Congo. La solution se retrouve éventuellement dans ce que nous avons proposé dans le manifeste de la libération du Congo. C'est là où vous allez trouver tout le mécanisme qui ferait qu'il n'y ait plus jamais la colonisation des autres ethnies par une ethnie, ou une dominance d'une région par une autre, où nous allons voir le Congo, des départements, des populations, des citoyens qui vont donc chercher à se battre, à développer leur département, donc donner de la valeur ajoutée de l'ensemble nation, si nous en voulons encore, sinon au cas contraire, ça sera le chaos. Voilà, donc merci, vous constatez que on n'est pas dans le milieu actuel, on est un peu plus loin de la maison, donc voilà, donc on tenait quand même à faire ce direct aujourd'hui. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine chers amis. Au revoir.